Bienvenue au Polysécure. Je suis avec Ingrid et Alexandre. Bonjour. Bonjour. Et on va parler d'un sujet qui est quand même intéressant, puis qu'on entend souvent comme la boutade qui est souvent utilisée pour qualifier qu'on n'a pas d'effort réel à mettre en cyber, autant au niveau personnel qu'au niveau entreprise. Le fameux rien à cacher, qui est utilisé, à mon avis, à tort et à travers, puis je pense qu'à votre avis aussi. Et justement, toutes les conséquences de celui-ci, c'est le pouvoir de nuisance que les gens ont d'user de cette volonté de rien ne vouloir à cacher. Ah non, mais moi, j'ai rien à cacher. Hein. Je suis quelqu'un de bien, d'éthique, de propre sur moi. Tout va bien. On ne fait pas de crime. Ça va. Hein. J'ai rien à cacher. On n'a même pas la Covid. On croit. La nouvelle. Nous, pas de virus. C'est bien. C'est bien que vous n'ayez pas la COVID, mais cela étant, c'est d'avoir peut-être, on va aborder ça dans l'extrême, le Big Brother dans vos vies personnelles, c'est pas une situation nécessairement qui c'est ça le rien à cacher, c'est pas juste de dire que je suis un citoyen modèle non plus. Ouais, mais Big Brother, c'est le grand frère. Le grand frère, il veut nous protéger. C'est pour notre bien qu'il nous surveille. Ouais, voilà, c'est forcément pour notre bien, la surveillance. Voyons. C'est quoi ce complotisme? Mais pas du tout. Comment ça vous faites de l'argent? Si c'est gratuit, c'est que je suis le produit. Mais ça veut dire quoi? Mais j'ai de la valeur finalement? Des infos. Ouais. Ah ouais? Les centres d'intérêt sur Facebook, on a de la valeur. Bah ouais. Ah bah les centres d'intérêt d'Alexandre, oui, ils ont de la valeur. Hein, franchement, moi je rigole, hein, c'est bien. Elle est remboursée par la sécurité sociale, Alexandre. Ah bah tout le monde a mon numéro de sécurité sociale actuellement. Ouais, exactement. Merci la PHP. Voilà. Merci. Elle fait partie des victimes. Voilà. Violation de données, la semaine dernière. Ils ont mon numéro de sécurité sociale, mon adresse postale, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, mon nom, mon prénom, mon âge. Ça veut dire qu'il faut cacher tout ça? Non. Non, il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas de pouvoir de nuisance? Je m'en fiche complètement qu'ils connaissent absolument tout sur moi. C'est vrai. Ah ouais, non. Vraiment, très, très c'est cool. sympa les petites applis pour le test et pour l'appli Covid. Hein. Finalement, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on nous demande? 3 fois rien. Mais en tout cas, Alexandre, elle n'est pas contente. Ah, ils ont aussi mon résultat Covid d'août 2020. Ça, je m'en fiche un peu plus. Ouais. À côté du reste. Ouais. Bah, le fait que justement que ton résultat COVID est fuité n'est pas une grande menace, mais par contre les autres informations que tu mentionnes, c'est là aussi, puis peut-être le vocable rien à cacher est négatif parce que c'est comme si on voulait se cacher de l'État qui veut nous surveiller, au lieu de plus que de protéger notre intimité. Et je pense qu'il y a peut-être plus une façon plus intéressante d'aborder ces éléments-là. Donc c'est ton intimité qui a été brisée ou gâchée par cette fuite-là. Bah oui, bah surtout que ok, hein, certes, hein, j'ai rien à cacher, mais en attendant là je décide pas de qui voit, donc c'est ça qui est un peu gênant quand même. Dans mon cercle privé, je décide de qui voit quoi. Là, je décide pas de qui voit. Okay. Voilà, on perd la maîtrise en fait. Et les personnes, on entend les témoignages d'ailleurs des personnes qui ont été victimes d'attaques cyber qui le disent finalement, c'est comme pour un cambriolage. Ils disent j'ai le sentiment, c'est fort hein, ce qu'ils disent, mais j'ai le sentiment d'avoir été violée. C'est une intrusion dans la vie privée avec des choses, voilà, on ne sait plus qui sait ou ne sait pas. Et on ne sait pas quand est-ce que ça peut nous exploser en pleine figure. Maintenant, il y a des personnes qui en ont absolument pas conscience. Donc, tant qu'ils l'ont pas vécu, ils comprennent pas, autant que quelqu'un qui est proche d'eux ne l'a pas vécu, et ils voient pas le pouvoir de nuisance de la fuite d'informations. Donc, moi, sincèrement, j'ai rien à cacher. Par contre, j'avoue que faudrait pas trop regarder le boîtier de ma voiture parce que potentiellement, c'est vrai que des fois, je dépasse la vitesse autorisée et que ma voiture est parfaitement au courant, alors que ils disent qu'elle me localise pas. En tout cas, elle est capable de dire à quelle vitesse je dois rouler à tel endroit. Donc, pour un véhicule qui me localise pas, elle est capable de se repérer, de se connaître la limitation à l'endroit où je suis. Donc, on me prend un peu pour un dindon, mais on n'a plus le choix. Aujourd'hui, c'est ça le problème, je pense. C'est qu'on décide pas.
on décide pas, on n'est plus maître, on subit et on essaye de limiter les dégâts. Alors mieux on maîtrise l'information et mieux on maîtrise les choses cyber, mieux on limite les dégâts. Ouais, mais par exemple, fallait que j'aille me faire un test PCR. Oui. Et là, j'avais pas le choix. Là, j'avais pas le choix que d'exposer mes données. Et voilà. Comme quand on a acheté des médicaments, on n'a pas le choix que d'aller chez le pharmacien. Mais le pharmacien, il est moins sécure que l'hôpital. Ouais, parce que c'est parti des pharmaciens. Encore les cochons de l'histoire. Et après, on veut faire du dossier partagé médical. Ouais, peut-être pas trop, quoi. On va attendre. On va attendre. Cloud de mes données de santé. Yes. Donc, tu veux un entrepôt de données de santé? T'inquiète, ils l'ont fait. Ils sont en train de le faire. Ça, il y a plein en santé, il y en a plein de cas, ça en est tellement triste, puis en plus, c'est qualifié comme de l'information de niveau plus sensible. D'ailleurs, le France Connect Plus, justement, pour les informations de santé. D'un côté, il y a ce genre de choses-là, puis de l'autre, il y a des divulgations accidentelles là, qui sont dommageables, malheureusement, dans ce cas-ci. Là. Mais vous, je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais au niveau du cancer, le cancer, c'est pas n'importe quoi comme pathologie. Et au final, c'est la seule pathologie, moi, à ma connaissance, en tout cas en France, où on a dû faire passer une loi pour un droit à l'oubli pour les patients. Donc, pour que finalement les banques ne ressortent pas les dossiers, parce qu'après il y avait un problème d'accès au crédit, donc il y avait des vraies discriminations ou des surcoûts juste hallucinants, alors que la personne, ça faisait 10 ans qu'elle était en rémission. Et je sais pas si vous avez le même système de loi, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut se poser la question de certains avantages qu'on peut proposer à des associations en lien avec les patients du cancer ou les anciens patients du cancer, parce que finalement, ces associations qui sont importantes et nécessaires, elles n'ont rien à cacher parce que le motif est vraiment d'intérêt général, c'est très bien pour les patients. Mais est-ce que finalement, les personnes qui sont membres de cette association, est-ce que c'est une information sensible ou pas ? Et est-ce que ces associations ne devraient pas protéger davantage le nom de leurs adhérents? Parce que potentiellement, il y aurait un doute. Est-ce que c'est des anciens? Voilà, est-ce qu'ils ont eu est-ce que c'est des personnes qui ont eu le cancer ou pas? En général, le doute n'est pas pour eux. Entre autres, puis tu parlais de scénario de menace d'entrée de jeu avant qu'on commence à enregistrer. C'est justement un des problèmes parce que quand il n'y a pas beaucoup de gens, à ma connaissance, qui sont capables de faire des scénarios de risque intéressants ou complets. Justement, là, tu parles des associations de gens qui ont déjà eu le cancer. Fait que d'un côté, d'un point de vue médical, on met l'oubli, mais de l'autre côté, les gens se collent une étoile sur eux pour leur dire qu'ils l'ont eu. Donc, ils se réappliquent la déclaration qui a été oubliée qui a été forcée d'être oubliée par la loi. Là. Mais on peut pas empêcher les humains d'être humains et de jouer l'entraide. J'ai bénéficié de l'entraide, je redonne de l'entraide parce que je m'en suis sortie et qu'aujourd'hui ça va bien. Donc je vais accompagner ceux qui sont malades aujourd'hui. Ça c'est ce qui fait que l'humain est juste top. Après, c'est là où justement il faudrait pas que la technologie, parce qu'avant il fallait aller piller les papiers de l'association. Maintenant c'est pas parce que le numérique facilite vraiment la fuite d'informations, c'est tellement plus simple de faire un transféré à malheureux, de faire le listing des personnes pour le stand et puis de tout il y a toute la liste de noms et tout le monde la voit. C'est pareil. Tiens, j'ai des mécènes pour telle association. Et les associations, parce que je parle beaucoup là des associations parce que c'est des personnes qui à la base ne sont pas mal intentionnées mais qui exposent des informations qui peuvent rendre vulnérables les gens. Je suis mécène d'une association, est-ce que ça veut dire que j'ai de l'argent et que donc je peux attirer quelqu'un qui va venir me rançonner? Parce que je suis quelqu'un qui a plus de sous que d'autres, puisque j'en ai pour du bénévolat, je peux sponsoriser des associations. Donc, si je peux faire des bonnes œuvres, le hacker peut se considérer comme une bonne œuvre, je sais pas. Donc, en soi, la personne, le mécène, il va me dire,
j'ai rien à cacher, mais est-ce que pour autant il veut qu'on affiche que c'est quelqu'un qui a les moyens? J'ai des moyens financiers, j'ai de l'argent et je peux le distribuer. Ben non, parce qu'il n'a pas envie que toutes les semaines, il y ait quelqu'un qui vienne toquer à sa porte pour lui demander un billet, quoi. Donc, à un moment donné, les scénarios de menaces, envisager l'information en soi, elle n'est pas dangereuse, mais détournée, elle devient dangereuse pour les personnes concernées. Et le détournement, c'est des choses qui, le concepteur, il imagine pas qu'on puisse faire autre chose que ce qu'il a imaginé parce qu'il est tellement focus sur son idée que, qu'on puisse réutiliser. C'est vrai, quoi, le gars du pied de biche, celui qui a remonté le pied de biche, il a jamais imaginé qu'il allait créer plein de cambrioleurs. Lui, un jour, il a dû juste être emmerdé pour rentrer chez lui. Mais ça c'est le meilleur exemple, c'est celui de Nobel qui a inventé la dynamite. La dynamite, parce qu'il y a certains éléments par rapport à ça et qui a été horrifié par ce que ça l'a donné, donc créer les prix Nobel par la suite. C'est un cas comme ça, mais effectivement, les créateurs concepteurs sont tous des bisounours. J'ai plusieurs cas, entre autres au Québec ou au Canada, qui sont comme ça aussi, où le concepteur de l'appli a pas fait aucun scénario de menace, donc est arrivé avec une appli qui finalement était littéralement cassée, pas parce qu'elle était mal conçue, mais parce qu'elle ne tenait pas en compte qu'elle était déposée dans un milieu hostile. Et c'est ça que les gens oublient, c'est que autant l'humain est bien, il veut s'entraider, autant il y a un certain nombre, petit nombre, heureusement, mais suffisamment grands qui sont hostiles, donc qui vont briser l'ensemble du système et que dans ce cas-ci, comme on mécanise beaucoup de choses, dont le bris des systèmes, là, ça multiplie, ça amplifie le problème énormément. C'est un salon de l'électronique où on nous présentait de la domotique. Et ça a été un grand moment. Moi, je me suis amusée, mais en fait, il y avait quelqu'un qui présentait ses solutions de domotique et en particulier son interrupteur connecté. C'est magique, l'interrupteur connecté. Donc, il était super fier de lui et tout. Puis moi, je lui demande, il est sécurisé. Comment est-ce qu'il y a une sécurité sur votre... Puis il me dit, franchement, qu'est-ce qu'on en affiche de l'information jour, nuit, allumé, éteint, sincèrement, on s'en fiche. Donc, il n'a pas mis les composants de sécurité. Et donc, parce que c'était un coût matière première trop important, en fait. Voilà, un coût de conception trop important. Le gars, ok. Donc, coût de conception trop important, donc vous dites rien. Et moi, je dis, merci. Grâce à vous, vous venez de créer le cambrioleur éthique. Et là, il me dit, c'est quoi ce bordel? Elle a disjoncté, la juriste, là. Et je dis, non, mais clairement, regardez, je télécharge l'appli du commercial pour optimiser sa tournée de cambriolage, parce qu'on a des outils numériques top quand même, Mais bon, le commercial, ça peut être un cambrioleur qui va optimiser sa tournée. Donc maintenant, je vais louer en ligne, pareil, ma petite camionnette de location là. Hop. Et puis j'ai appris tous les usages puisqu'il n'y a pas de sécurité sur votre interrupteur, donc je sais quand est-ce que la maison est vide, quand est-ce qu'il y a du monde. Je vais aller dans la campagne parce que les gendarmes, le temps qu'ils arrivent, de toute façon, j'en ai rien à fiche de déclencher l'alarme parce que le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps de vider la baraque. Voilà. Et puis, comme la maison, elle sera vide, de toute façon, il n'y aura pas d'atteinte aux personnes. Il n'y aura qu'une atteinte aux biens. Donc, une atteinte matérielle. Donc, même au pire, je me fais attraper, j'aurai qu'une peine de prison avec sursis. Parce que si j'avais blessé quelqu'un, parce que si j'étais restée dans l'incertitude que y a-t-il quelqu'un ou pas quelqu'un dans la maison, si j'avais blessé les personnes qui étaient dans la maison, il y aurait eu atteinte aux personnes et donc derrière, j'aurais fait de la prison ferme. Donc finalement, c'est mettre à la disposition des outils pour en fait juste pour que la personne n'y ait plus du tout de tabou. Parce qu'elle dit, de toute façon, même au pire, on m'attrape, je risque rien parce que j'ai fait qu'une atteinte matérielle. Donc le préjudice, puis c'est pas des montants, c'est pas comme celui qui va détourner des bitcoins, quoi. C'est pas, il risque pas grand chose en fait, mon cambrioleur. Par contre, si on demande aux gens dans le sud de la France qui se font ravager tous les étés régulièrement et tout, qui ont 5 cambriolages par an, ils arrivent plus à s'assurer parce que les assureurs au bout d'un moment ils disent non mais il faut faire quelque chose, c'est plus possible. Mais comme les gars, ils en ont rien à foutre de déclencher les alarmes parce que les gendarmes sont loin, en fait, il faut habiter en centre-ville près des flics, quoi.
Donc, j'ai certes rien à cacher, mais si derrière les concepteurs m'aident pas à sécuriser ma vie privée, s'ils aident pas à sécuriser mes comportements, mes modes de consommation et tout, bah tout ça va se retourner contre moi puisqu'on va l'utiliser pour me nuire. Et c'est là où quand on dit que la sécurité est l'affaire de tous, que c'est une chaîne, que c'est un écosystème, que tout le monde doit mettre la main à la pâte, bah c'est aussi les utilisateurs et les consommateurs en posant les bonnes questions, puis en disant bah ton truc de tocard pas sécurisé, ça m'intéresse pas. Mais c'est ça, mais il faut permettre aux gens de pouvoir justement imposer leur influence, mais on n'a pas on convient que la cyber est complexe, que les experts, même certains experts, la plupart en tout cas, ont de la difficulté à comprendre toute la complexité qui est associée avec ça. Fait que quand on met dans les mains d'un utilisateur lambda un interrupteur avec peu ou pas d'informations, c'est très difficile. Donc, il faudrait arriver avec une façon de labelliser les informations pour qu'un consommateur puisse prendre une décision éclairée, un peu comme on a vu dans le monde automobile, où c'est facile, parce que là, c'est facile, un airbag ou une ceinture de sécurité, c'est physique, on le voit. Sur un objet connecté, ben on voit pas s'il utilise du chiffrement dans ses communications, il laisse n'importe quelle application non authentifiée modifier les choses ou à récolter de l'information. Donc, on a quand même, en tant que professionnel dans le milieu, un effort assez grand à produire pour aider à prendre de meilleures décisions. Là. Mais c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. C'est la complexité de l'immatériel, c'est la complexité de l'humain. Et c'est là où, tant que dans les discussions on reste entre tech, on passe à côté du problème de l'usage et de la sécurité de l'usage. Et pour moi, aujourd'hui, la cybersécurité, c'est pas qu'une question de technique et de technologie et de renforcement de technologie. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Alexane, mais pour moi, il faut sécuriser aussi et prendre en compte les facteurs humains dans les scénarios de menace et dans les solutions. Il faut anticiper, il faut prévenir et prévoir des contre-mesures, quoi. Ouais, de toute façon, tu parlais d'usage, de détournement de l'usage de la part du méchant, de la personne, de l'ennemi. Mais le détournement de l'usage, il peut venir bien en amont et voilà, un outil connecté ou pas, j'en fais ce que je veux et potentiellement je peux m'exposer et ça se trouve c'est moi qui vais jouer avec mon interrupteur et c'est même pas le concepteur. Donc l'usage peut être très facilement détourné et la menace elle peut être interne aussi. Donc ouais, c'est un enjeu d'éducation et de sensibilisation. Mais au-delà de l'outil connecté aussi, il y a des choix conscients que les utilisateurs font qui sont peut-être pas éclairés non plus. Là. Qui, l'utilisateur ou le choix? Qui c'est qui n'est pas éclairé? La personne ou le choix? Voilà. Ah, il a les deux. Oh oui, là, je l'ai bien entendu. Là. Oui, les deux doivent être éclairés. Puis des fois, c'est difficile. Le niveau d'éclairage de certaines personnes n'est peut-être pas... d'où la difficulté, parce que se pose la question du consentement, parce que l'utilisateur, il doit avoir conscience, il doit comprendre. On nous dit qu'il faut qu'il consente, c'est bien, mais des fois, on ne sait plus comment lui dire pour qu'il comprenne, parce qu'on part de très, 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 très loin. Hein. Là, cette semaine, avec Alexane, on a eu, la semaine dernière, on parlait du cyberespace, et la personne nous disait, voilà, on parlait avec des militaires et il nous a répondu que le cyberespace, pour lui, c'était pour l'armée de l'air et de l'espace et que lui, armée de terre, il n'était pas concerné. Donc là, on a dit, oh mon Dieu, tout est connecté à l'armée et donc tu te sens pas concerné, mais c'est pas grave. Ok, ok. On part de, c'est pas un cybercombattant, hein, et il est plutôt jeune. Donc on voit que il faut qu'il passe la main parce que je crois qu'il peut pas faire face à la nouvelle armée. Hein. Voilà, il est plus à jour. Il a pas le système Windows. Il est plus mauvais. Non, entre autres, puis on le voit de plus en plus, les forces de l'ordre sont en train de changer un peu. Au lieu d'avoir une unité spécialisée en cyber, sont en train d'intégrer le cyber dans la formation de tout le monde. Donc, c'est rendu
un acte normal d'avoir une connaissance cyber et non un acte d'un département spécialisé, là. C'est un peu le problème de l'individu que vous avez dit. Je pense qu'il n'a pas compris que ça devait être intégré dans son univers et non être juste les experts en cyber à côté. Là. C'est maintenant, tout le monde est responsable et tout le monde doit jouer un rôle là-dedans. Là. Non, mais ça va, il a encore un Nokia 3310, hein, donc parce donc que il n'est pas tellement emmerdé finalement. Voilà, parce qu'il n'est pas encore hyper à jour, mais on comprend. En fait, il n'est pas du tout intéressé par la question. Donc je fais ça va. On a limité le risque. Il est en 3310. Non, mais ils n'arrivent pas à se sentir concernés parce qu'ils le voient pas et ils voient pas que le cyberespace est partout et qu'il n'est pas cloisonné à ceux qui gèrent. Puis qu'il n'est pas vie pro, qu'il n'est pas vie perso, qu'il n'a pas de frontières, il n'a pas de limites, que même ce qui... Ouais. Même quand on n'est pas sur les réseaux sociaux, on est sur les réseaux sociaux par notre entourage. Mais ils s'y intéressent pas parce qu'ils le comprennent pas, je pense. Ils le voient pas. Donc ils le comprennent pas, donc ils refusent. La semaine dernière encore, on en parlait avec des gens qui étaient pas spécialement sensibilisés au sujet. Et en 5 minutes, ils disaient « Ah, j'ai tout compris !» Ben oui, c'était pas si compliqué. Voilà. C'est juste que t'avais peur. Voilà. Tu pensais que c'était compliqué. Tu pensais que c'était un truc d'expert. Hein. Il y a beaucoup de fantasmes. Pour ça que l'éducation, c'est... Les gens ne se sentent pas assez intelligents ou ils se sentent pas concernés et on a du mal à les toucher dans le cadre de la sensibilisation et de l'éducation. Donc, avec ma vieille jeune. Ma jeune vieille? Non, et moi, c'est moi la jeune vieille. Je suis vieille jeune, moi, je suis vieille jeune. Voilà, moi, je suis la jeune vieille. Et toutes les deux, on fait le binôme de choc pour sensibiliser et on va les chercher. Mais c'est vrai que des fois, on se prend des claques dans la figure et bon, ça va, on se décourage pas. Voilà, en bonne femme qu'on est, on est persévérante. Voilà, c'est ce que nous ont dit nos collègues. Vous êtes persévérante. Oui, mais en même temps, vous êtes têtue. On le sera plus. Tant pis. De toute façon, ce que femme veut, on finira par le voir, parce qu'on a décrété qu'à la fin de l'année, ils devaient être tous sensibilisés. Challenge. C'est pas un peu. Effectivement, tout qu'un challenge, surtout vous êtes dans un univers un peu plus résistant à ça, mais encore là, c'est représentatif de tous les exemples qu'on peut retrouver, soit en entreprise, dans nos vies personnelles, soit de gens qui sont à sa face même qui nous apparaît négligents, mais sont juste mal informés ou mal conseillés ou mal accompagnés pour prendre des décisions éclairées. Ils sont trop débordés. Quand on les écoute, moi, je travaille quand même pas mal dans le secteur de la santé. J'ai pas le temps, faut que j'aille sauver des vies. Alors, justement, la personne dont tu vas sauver la vie, si tu lui pourris la vie parce que t'as pas protégé son dossier médical, alors comment je t'explique? Elle va revenir parce qu'elle aura fait autre chose. Parce que ça va pas lui plaire de se retrouver affichée. Et, un truc tout bête, mais moi, je l'ai vécu en tant que chef d'entreprise. C'est passer aux urgences, devoir annuler un rendez-vous, t'as pas le choix, puis malheureusement tu dis parce que c'est le truc où les gens peuvent entendre, puis quand tu vas aux urgences, c'est pas forcément parce que ta vie t'es pas en danger de mort, quoi. Et donc le seul truc c'est que voilà, quand tu es pas en urgence vitale, quand tu arrives aux urgences, tu sais pas forcément à quelle heure tu vas ressortir. Et donc t'es obligé d'annuler un rendez-vous pour ton entreprise. Et il s'avère que cette personne devait financer quelque chose pour mon entreprise et qu'il l'a pas fait. Et moi, je me suis retrouvée en fait à avoir une demande d'un secrétariat de l'hôpital me demandant un rendez-vous pour une consultation avec un médecin que je ne connaissais pas et dont j'avais jamais entendu parler. Et j'ai dit, moi, mon médecin traitant ne m'en a pas parlé de ce rendez-vous, donc est-ce que vous pourriez vérifier, parce que vous êtes un peu débordés, les hôpitaux, qui a vraiment besoin que j'ai une consultation. En fait, là, j'ai appris après qu'un médecin ne pouvait accéder à mon dossier, si c'était pas un médecin en charge de mon dossier médical, que si j'étais en consultation chez lui. Et ce médecin qui m'a demandé un rendez-vous était l'épouse de la personne avec qui j'avais annulé mon rendez-vous financier. Qui lui finalement s'est désengagé. Parce que comme il n'a pas pu accéder à l'information, mais déjà je trouve le procédé assez malhonnête, donc j'ai fait un signalement à l'hôpital, parce que j'ai pas été tellement... Voilà, moi la protection de la vie privée, j'y tiens, c'est ce sur quoi je travaille. Et même si t'as rien à cacher. Voilà, j'ai rien à cacher parce que franchement il y avait rien de transcendant,
Mais j'ai pas du tout apprécié et ça m'a fait perdre un investisseur. Mais bon, en même temps, je pense qu'on se serait pas super bien entendu vu les pratiques de la personne. Mais c'est tous des gens qui se disent super éthiques, super citoyens, super top, super accompagnateurs des petites boîtes, des porteurs de projets. Oui, des gens qui sur le papier sont propres, mais qui sont pas si bien intentionnés que ça. Et c'est là où on se rend compte que les réseaux, voilà, sa femme est médecin, sa femme peut accéder à de l'information sensible et elle a peu de scrupules. Mais il n'y a pas de système de surveillance dans le système de France. Parce que je sais que le système système de santé français est beaucoup plus connecté que le système de santé québécois. Nous, on est encore avec des fax, c'est un peu plus difficile de chercher ce type d'information-là, en tout cas pour le temps que ça va durer. Il n'y a pas des mesures parce que il y a eu certains scandales ici qui ont changé des pratiques dont au ministère du Revenu. L'assurance automobile, qui est l'espèce d'entité qui veille sur l'émission des permis de conduire, et donc tout le dossier qui s'ensuit aussi. Ces entités-là ont eu des taupes qui ont fait fuiter de l'information et depuis ces épisodes-là qui sont devenus publics, il y a des mesures de contrôle qui sont beaucoup plus élevées. Donc, si une personne de ces institutions-là accède à un dossier qui n'est pas censé, ou un dossier qui est qualifié VIP, parce que au revenu, il aime ça aller fouiner dans le dossier des vedettes, par exemple. C'était un des cas qui est arrivé. Donc, à ce moment-là, c'est mesures disciplinaires automatiques et des fois jusqu'au congédiement. Là. En fait, on a un système de surveillance parce qu'on peut voir les indiscrétions pour les personnes qui vont voir les dossiers patients qu'elles n'ont pas à aller voir. Non, parce qu'en fait, des cas d'indiscrétion, on en a plusieurs. On a eu une anecdote avec Alexa, on vous la racontera après, mais c'était très drôle. Sauf quand les gens se font afficher sans le savoir. En fait, il y a de la surveillance. Mais à partir du moment où un médecin cale un patient en consultation et que la personne n'a pas conscience que c'est pas normal. Moi, je me suis posé des questions parce que j'ai dit, pourquoi un médecin que je ne connais pas veut me voir? J'ai pas psychoté parce que j'étais passée aux urgences. Je me suis dit pourquoi elle veut me voir et j'ai trouvé ça pas net. Et quand j'ai fait le lien entre et j'ai dit répétez-moi le nom du médecin. Quand on m'a dit le nom du médecin, je fais c'est bizarre, c'est le rendez-vous que j'ai annulé la semaine dernière. C'est le même nom de famille et c'est pas un nom de famille hyper connu, hyper porté quoi. Donc on va dire que le doute est devenu très sérieux d'un seul coup. Et effectivement, j'ai eu le fin mot de l'histoire, c'était bien son épouse. Mais oui, ça s'appelle un événement indésirable. Il y a des procédures disciplinaires et les indiscrétions sur des dossiers médicaux, c'est une infraction pénale et même la CNIL s'en mêle maintenant. C'est-à-dire que si la personne signale à la CNIL, moi, elle n'a pas pu parce que ça n'a pas pu se faire. Mais imaginons que j'aurais dit oui et qu'il y aurait eu transmission d'informations à son mari, j'aurais pu porter plainte aussi bien au pénal auprès de la police que auprès de la CNIL. Et l'hôpital aurait été mal. Parce que il faut protéger les gens les patients contre ces détournements du système. Parce que, voilà, il y a une règle qui dit on ne peut accéder qu'au dossier de ces patients. Elle a contourné la règle, elle a détourné la règle pour pouvoir accéder à une information. Mais de la même manière, dans les organisations, dans les entreprises, j'ai vu passer le cas de quelqu'un qui fait une queue de poisson sur la route le matin et que ça énerve la personne et ils se rendent compte qu'ils vont au même endroit parce qu'ils travaillent au même endroit. Et celui qui était vexé est parti voir sa collègue en lui disant toi qui as accès à la base de données où il y a les plaques d'immatriculation, tu peux me dire qui possède ce véhicule? Et il s'avère que la personne dans l'entreprise était à un niveau moins élevé qu'elle. Donc il l'a convoqué puis il lui a expliqué moi cadre supérieur, je t'explique comme quoi t'es une grosse merde et que ça il faut pas le faire et tout. Et la personne est obligée de s'écraser par rapport à la hiérarchie. Donc ça, je dis, ça c'est un traitement non autorisé de l'information parce que la base de données, j'ai beau regarder son fondement et les finalités de la base de données, la délation n'est pas un motif. Donc c'est bien une intrusion et une utilisation non autorisée de la base de données. Et finalement, il y a des personnes qui ont des droits d'accès à l'information et qui, pour aider un pote, vont faire fuiter une information alors qu'elles ne doivent pas le faire.
comme on dit, être autorisé à accéder à une information, ça veut pas dire qu'on doit l'utiliser n'importe comment. Et là, ça revient à ce que disait Alexandre, c'est que des fois, on se rend pas compte de la gravité de ce qu'on peut faire et de la nuisance qu'on peut causer. Une information, on peut estimer qu'elle n'a pas de valeur, mais pour la personne concernée, c'est peut-être sensible. Et après, au niveau des magistrats, s'il y a un contentieux, bah ça se passe pas très bien. Hein. Puis moi, comme la personne concernée qui s'est fait dénoncer était quelqu'un avec qui je m'entends bien, je peux vous assurer que je lui ai donné les éléments pour tout cartonner. Hein. Ouais, il faut toujours avoir un bon petit juriste dans sa poche. C'est effectivement toujours utile. Mais cela étant, ce que je constate, c'est sur base de plaintes individuelles et non le système lui-même ne met pas en place les mesures de surveillance nécessaires pour ça, ou c'est vraiment des cas isolés? C'est-à-dire que c'est dur pour un employeur de se dire qu'un de ses collaborateurs est un abruti fini qui fait de la délation et qui est méchant en fait. Parce que se dire, tiens, il y a de la délation qui se fait en interne et tout, enfin, à un moment donné, c'est pourquoi j'ai recruté cette personne, parce qu'en fait, c'est une mauvaise personne. C'est un échec de recrutement. Ouais, ben, les règles ont changé justement là, pour l'institution pour les plaques d'immatriculation, entre autres, cela parce que la personne qui avait fait fuiter était associée au crime organisé. Fait que ça l'a facilité dans ce cas-là la mise en place de mesures contraignantes dans cette institution-là, justement pour que ce genre d'événement-là ne se passe pas. Donc, s'il y avait une personne qui butinait les plaques d'immatriculation, cette personne-là est maintenant repérée automatiquement et l'organisation elle-même s'occupe de mettre les mesures disciplinaires sans même avoir une plainte associée à ce genre de choses-là qui est faite. Et comme cette base de données-là est aussi accédée par des tiers, ben, la surveillance est effectivement faite sur ces tiers-là aussi. S'il y a une exagération ou une chose qui va trop loin, les mesures disciplinaires ou les mesures pénales sont mises en œuvre par l'institution sans que j'ai besoin de faire une plainte. Par exemple, c'était mon dossier qui était surveillé. J'ai pas besoin de faire ces choses-là. Même au niveau de l'Agence du revenu, c'est la même condition. C'est-à-dire que l'institution elle-même protège les données qu'elle est dépositaire sans avoir mon intervention pour ça. Au niveau médical, non, mais parce qu'on n'a pas eu encore un cas flagrant, j'imagine, qui nécessite que l'organisation s'autodiscipline. Mais les autres l'ont fait par pression publique, si on veut. Pourtant, les données médicales, moi je veux pas dire, hein, mais on voit vos faits divers sur les données médicales de notre côté là. On dit bon ben il y a des indiscrétions hein, quand même. Hein. En fait, les dossiers médicaux sont vachement plus ouverts. J'ai l'impression que chez nous. En fait, il y a plus de personnes qui y accèdent alors qu'ils sont pas proches du patient. Et ils participent pas à la prise en charge du patient, mais du fait de leur métier, ils peuvent accéder à l'information. Donc, je sais pas si ça a été corrigé, mais c'est quelque chose non, qui... Voilà, c'est pour ça que je dis que le monde médical n'a pas agi en ce sens-là, parce qu'on n'a pas eu encore les scandales qui incitent les organisations à se discipliner elles-mêmes. On est juste dans un univers. Mais l'univers médical est un univers particulier en soi, puisque, bon, c'est, à mon sens, c'est comme gérer des chats. Donc, c'est virtuellement impossible d'arriver à quelque chose parce que c'est un ensemble d'individus ou d'entités semi ou complètement autonomes qui agissent dans un objectif commun et qui sont seulement liés par la loi qui les maintiennent ensemble ou par un financement public. Là. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que en France, pour réguler un peu ce genre de comportement et d'abus, parce que d'ailleurs, ça a été parce qu'il y avait des abus de la part des professionnels de santé, c'est comme ça qu'on a eu le dossier informatisé du patient. C'était pour avoir une traçabilité de qui faisait quoi autour du dossier du patient et qui avait accédé à l'information, d'où les fuites pouvaient venir, qui avait prescrit quoi, est-ce qu'il y avait de la surprescription, voilà. C'était en fait pour faire de la traçabilité, de responsabilité en fait, le dossier informatisé du patient. Et au final, c'est en passant par le numérique qu'on a réussi à recadrer les pratiques.
parce que finalement, on a pu les fliquer et qu'on a pu dire si c'est toi. Et puis, si tu veux pas qu'on dise que c'est toi, t'arrêtes de filer ton mot de passe et ton identifiant. Parce que ça aussi, c'était la grande mode au départ. Donc après, comme ils en ont eu marre de prendre quand c'était pas eux, ils ont arrêté de donner leur mot de passe et leur identifiant. Donc déjà, maintenant, on a un peu moins le problème. Et puis, après, ça a été tous ceux qui ont peur de prendre une décision et qui prescrivaient beaucoup d'examens, qui coûtaient cher. Ils se font taper sur les doigts, puis on leur dit si tu sais pas prescrire et si tu n'arrives pas à faire un diagnostic, à un moment donné, faut peut-être revoir ta position et est-ce que tu dois rester médecin, quoi. Donc il y a eu tout un travail sur les pratiques professionnelles, sur l'accompagnement, parce qu'il y en a qui ont peur. C'est des jeunes médecins. Ils se sentent pas encore suffisamment aguerris, on leur donne trop de responsabilités d'un seul coup parce que parfois on manque de spécialistes ou de choses comme ça. Ça a permis de revoir les choses sur la formation, sur l'accompagnement, le côté tutorat, sur la relation entre le chef de service et ses internes et externes. Ça a reposé les choses. On a aussi eu moins de dérives entre les infirmières et les aides-soignantes. Donc finalement, c'était des détournements de pratiques professionnelles qui ont été recadrés par le numérique. Et au final, quand tout est fait et que, par contre, il y avait une grosse équipe, on était nombreux, parce que j'y ai participé pour un hôpital, je faisais partie de l'équipe. Sincèrement, c'est du gros travail de pédagogie et puis on se blinde parce que qu'est-ce qu'on s'en prend plein la tronche. Parce que voilà, quand on leur dit va falloir passer par l'ordinateur, alors qu'avant ils nous faisaient des hiéroglyphes sur une feuille et puis ils disaient j'ai prescrit. Oui, quand t'es pas sûr de toi, on comprend que t'écris comme un cochon. Vu que c'est impossible à la relecture, on avait des erreurs liées à des problèmes de relecture. Là, il y a plus de problème de relecture. Donc maintenant, on dit t'es pas un gros cochon, on dit t'es un gros con, tout simplement. Bon, ça pose quelques soucis. On fait de la gestion du gros con. Donc, en même temps, on fait de la prévention des risques psychosociaux parce que le stress est quand même surtout lié au gros con. Donc, finalement, on harmonise et on remet du bien dans l'organisation. C'est pas mal. Vive le numérique. La gestion du gros con. Oui, c'est ça. C'est intéressant parce que c'est un peu pour disons, les personnels soignants, c'est quand même une invasion dans leur pratique professionnelle qui est faite par l'usage du numérique. Donc, c'est quand même particulier. Alors maintenant, ils vont te dire, ouais, mais on comprend pas le risque infectieux, les infections nosocomiales et tout. Alors après, ils disent, ouais, mais ça, c'est à cause de la numérisation. Et là, j'aurais dit, messieurs, le smartphone au bloc opératoire, c'est pas l'hôpital qui l'a décidé. C'est vous qui êtes des gros cochons sur ce coup-là parce que vous vous baladez avec une cuvette de toilette avec vous, là, dans la poche. Donc, voilà. C'est que là aussi, c'est bien la numérisation, mais à un moment donné, il faut respecter les règles. Et si on pouvait éviter de rester collé à son smartphone, même au bloc opératoire, ce serait bien. Parce que les médecins, ou pareil, le smartphone et puis le lavage de mains entre chaque patient et tout. La Covid est mieux. Lavage de main, ça a pris du temps avec ça soit une pratique adoptée dans les institutions de santé. Déjà de 1, il y a eu beaucoup de résistance, comme on peut constater dans le public avec le port du masque, ça a été très long, même dans un contexte hospitalier de ce genre de choses-là. Puis j'avais des statistiques intéressantes. Il y a 2 ans, j'ai fait une séance sur justement les effets de la formation, tout ça. Et il y a toujours un 10 à 15% de résistance, peu importe le système. Il avait sorti des statistiques dans le système hospitalier d'une autre province et il y avait justement sur le lavage de main. Dans un milieu hospitalier, là, ils savent, puis ils sont supposés être formés, sont supposés être déjà éveillés à ça. 10 à 15% de non-conformité de lavage de main. Eh bien, moi, je trouve que dans les hôpitaux, et ça c'est un peu tous les pays qui le font, on fait toujours la semaine de l'hygiène. En fait, par rapport, parce que l'hygiène dans les hôpitaux, c'est sacré, quoi. Le risque infectieux, ça les fait pas rire. Et celle qui a le pouvoir suprême dans un hôpital et qui peut être supérieure au chirurgien, parce qu'elle a le pouvoir de fermer un bloc opératoire, c'est l'infirmière hygiéniste. Et en fait, je disais à mon équipe informatique, je leur disais, sincèrement, on pourrait faire la semaine de l'hygiène informatique, pendant la semaine de l'hygiène, faire l'infirmier hygiéniste informatique.
Et il passe dans les services et puis il étiquette, parce qu'en fait, c'est ce que fait quand c'est les semaines de sensibilisation. Elle va mettre un autocollant pour dire mauvaise pratique, bonne pratique. Voilà, il y a un code couleur. Il y a la bonne pratique qui est mise en lumière, il y a la mauvaise pratique qui est mise en lumière. Là où il y a des mauvaises pratiques, il faut que le personnel propose une solution pour améliorer la pratique. Et là où il y a une bonne pratique, eh ben on valorise le service concerné. Et donc moi je dis vas-y, va distribuer tes petits, voilà, tu vas mettre tes bons points et tes mauvais points, et ça va sensibiliser par le jeu. Et de toute façon, comme on les prend pendant leur activité pro, pendant le temps, ils peuvent pas me dire j'ai pas le temps. Là, ça s'affiche, tu te le prends. Ils sont sensibilisés à ce type de communication où ils sont réceptifs parce que c'est un mode normal chez eux. Je fais à toi d'aller, quoi. C'est au monde de la tech d'aller les voir et d'aller sur leur terrain. Et peut-être qu'après, on arrivera à les attraper pour qu'ils viennent sur le nôtre. Et en fait, la pédagogie par le jeu, pour expliquer la bonne pratique, la mauvaise pratique, parce qu'avec la numérisation, il y avait eu plein de problématiques de mauvais usage. Voilà, c'est comme quand on leur dit bon, c'est bien, mais tu découvres Facebook, mais si tu pouvais oublier de faire des selfies et puis il y a le patient derrière, juste fais gaffe, ne te chante pas caméra. Si tu peux éviter de faire des vidéos TikTok au bloc opératoire, ce serait bien. Enfin voilà, à un moment donné, il y a aussi de l'éducation par rapport au savoir-vivre et au respect, quoi. Il n'y a pas que le numérique. Absolument. Mais c'est des changements qui sont complexes. Justement, tu abordes légèrement la sensibilisation. Il y a tout le volet aussi du UX qui devrait être pris en charge, justement pour aider et guider les gens à prendre de bonnes décisions. Parce qu'on est encore très, très loin d'avoir réussi à intégrer, je ne sais pas, dans les systèmes informatisés de santé, si ceux-ci sont là. Justement de permettre de guider ces bons et ces mauvais choix-là. Alors, le UX, s'il pouvait venir au contact et vivre l'expérience de l'utilisateur et pas rester dans son bureau, parce que des fois, lui aussi, il fantasme des trucs, ça éviterait qu'on nous présente de la tablette tactile pour des sports extrêmes. Voilà, parce que les touches tactiles des tablettes en sport extrême... avec les gants, c'est pénible. Voilà. C'est mieux des boutons. Des gros boutons. Ouais, des gros boutons qui, même si ça bouge et même si ça saute, tu trouves toujours le bouton. Alors que sur le tactile, tu glisses et puis au final, t'as rien sélectionné et au final, t'as passé aucun message et donc t'es dans la merde. T'as atterri et c'est trop tard. Oh, ben alors, j'ai oublié de transmettre mon information. Donc les UX du bureau ou des salles de réunion, pitié, quoi. Allez sur le terrain et vivez l'expérience utilisateur. Vous aussi, faites l'expérience. Parce que quand on n'est pas en situation, le yaka faucon, c'est tellement plus facile. Et ne serait-ce que la charge mentale sur des décisions en urgence. Là aussi, j'en reviens au bloc opératoire. Au bloc opératoire, on n'emmerde pas le médecin avec il faut que tu mettes un truc dans l'ordinateur ou dans le robot ou dans tout ça. On le laisse tranquille. Lui, il faut qu'il n'ait rien à faire. Mais et puis c'est là où on a tout un système justement pour détourner la problématique technique, pour que ce soit une infirmière qui prenne la relève ou on va appeler quelqu'un ou plus tard. On se démerdera, on va leur dire vous mémorisez, on enregistrera plus tard pour la traçabilité numérique sur le dossier. Mais l'urgence vitale, priorité aux patients, quoi. Mais quand on voit certaines choses qu'on ose nous proposer, le UX, on dit tu t'as été recalé, toi, t'as pas eu ton diplôme ou tu l'as eu en cadeau, je sais pas, ils ont eu pitié. Dernier de la pro. Ah ouais, parce que c'est absolument pas ergonomique, hein. Et puis c'est surtout tellement éloigné de la pratique normale, la pratique professionnelle. Et le problème, c'est de demander à des gens de changer leur pratique. À la fin, c'est là qu'ils vont contourner, détourner, parce que ils vont pas vouloir changer leur pratique parce que c'est pas le réflexe de l'urgence. Donc tous les métiers où il y a de l'urgence, on va peut-être éviter de trop leur imposer, de eux changer. Eux s'adapter. Voilà, c'est pas à eux de s'adapter, c'est le concepteur qui doit s'adapter à la pratique. Mais bon, ça et peut-être même améliorer la pratique, là, parce que si tu as un bon designer UX, il va être capable justement de nous amener plus loin et de nous sortir, de devoir nous adapter, oui, mais pour du mieux, pas du pire. Puis généralement, c'est du pire qu'il nous propose ou des
juste des flots des séquences de tâches qui sont dans le désordre par rapport à ce qu'on fait professionnellement, par exemple, ça vient juste tout briser le système et briser donc l'adoption et le plaisir qu'on pourrait tirer à utiliser un système informatisé. Là. Voilà, parce que c'est vrai que quand c'est fluide, la solution elle est fluide et qu'elle fait gagner du temps, naturellement les gens vont utiliser et vont prendre le temps de bien l'utiliser. Mais si ça marche pas et que c'est chiant et que c'est trop différent, enfin voilà, moi on m'a toujours dit en santé c'est 3 clics maximum. Hein. Donc, alors que dans d'autres secteurs d'activité, vous avez vu tout ce qu'il faut cliquer pour arriver à l'information. En santé. Exact. En santé, moins de nuisances possible parce que sinon l'ordinateur il vole, il traverse la pièce. Le chirurgien il discute pas trop en fait. Il y a du vol de PC. Non mais c'est dévier son temps précieux. C'est le temps du chirurgien est précieux à faire son travail de chirurgien, pas à remplir des formulaires, à remplir à ouvrir des pages. C'est ça aussi que les gens ne maîtrisent pas. En fait, les gens ils se rendent pas compte. Hein. La plus grosse difficulté dans l'emploi du temps du chirurgien, c'est qu'il arrive à passer les portes. Parce que déjà, il a une tête qui a du mal à passer les portes. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que là, on a compris tout de suite qu'il faut vraiment s'adapter et il faut lui faire un truc où il peut se la péter aussi, tant qu'à faire. Voilà, c'est regardez, voilà, mon logiciel qui marche vachement bien. Là, j'ai voilà. Et puis alors, si on peut mettre un système d'information avec un robot dans le bloc opératoire pour qu'il ait plus qu'à tout guidé par la tête et qu'il ait plus à bosser avec les mains. Ah, il adore. Ah, il se tape des bons délires des fois les chirurgiens. Bon, maintenant je sais pas qui sont les ingénieurs qui les influencent, mais franchement ça fait peur. Enfin, moi je sais déjà qui je vais pas aller. Hein. Il y a des éléments qui sont épeurants. On va conclure sur ça. On a fait un grand tour sur bien des choses. Autant de rien à cacher que tout le volet UX en bloc opératoire. C'est toujours très intéressant, ces espèces de chemins un peu aléatoires que prennent ces conversations. Là. Ah bah c'est global, c'est systémique, c'est cyber. Tout à fait. Fait que je vous remercie de vous être prêté à l'exercice. On remet ça probablement dans un mois. Donc, vous autres, c'est plus une fin de journée. Moi, c'est plus un début. Fait que merci. Ah, nous? Ouais, non, là, nous, on n'est pas en fin de journée. Hein. On est plus proche de la fin de journée que du début. Ah non, mais les Français, on n'est pas organisés. On finit pas à 17h30. Nous, on finit à 21h, la Pierre. Voilà. Aujourd'hui, ça va être difficile. Ouais. On va dire que vous êtes plus proche de la noirceur que moi, je le suis. Oui. Ça veut dire quoi? On est du côté obscur de leur force. Ça veut dire que le soleil va se coucher bientôt. Et que ça va être bientôt, mais vous êtes plus à l'heure de l'apéro qu'à l'heure du café. Fallait pas le dire. Trahi par notre culture. Merde. Ah, ben là. Bah, merci pour tout, en tout cas. Merci. Et bien, à bientôt. Chips.